Un homme peut-il perdre son âme avant de perdre ses terres? Dans les registres effacés de la Martinique coloniale, une transaction figure encore aujourd'hui sous le sceau du secret. Le transfert forcé d'un domaine entier, sans héritier, sans explication officielle et sans que le propriétaire ne soit déclaré mort. Juste une ligne dans un cahier poussiéreux. Propriété transférée par ordre royal. Motif indicible. Si cette histoire vous glace le sang, abonnez-vous maintenant et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Nous avons besoin de savoir que vous êtes là, avec nous, pour affronter ce qui suit. L'année 1782 marquait le crépuscule d'un monde. Dans les Antilles françaises, la Martinique respirait encore sous le poids d'un système que l'histoire jugerait plus tard avec horreur, mais que les contemporains considéraient comme l'ordre naturel des choses. Les plantations de canne à sucre s'étendaient sur des lieux, découpant le paysage verdoyant en parcelles de servitude et de profit. Au nord-est de l'île, dans une région que les cartes de l'époque désignaient simplement comme les hauteurs orientales, se dressait le domaine de Bellevue. Le nom sonnait comme une promesse, comme ces appellations flatteuses dont les colons aimaient baptiser leurs propriétés pour masquer la réalité brutale de leur entreprise. 300 hectares de terre fertile, 187 âmes réduites en esclavage, une maison de maître qui dominait la vallée comme un œil blanc fixant l'océan au loin. La construction principale, érigée en 1763, obéissait à l'architecture créole de l'époque. Large véranda pour capter la brise, volets verts contre la chaleur, toiture en bardeaux de cèdre importés de Louisiane. Chaque détail proclamait la richesse et le pouvoir. Les murs de pierre blanche, extraites des carrières de la côte, gardaient la fraîcheur même pendant les après-midi les plus étouffants. À l'intérieur, des meubles d'acajou côtoyaient des tapisseries venues de Lyon. Des candélabres en argent massif illuminaient des soirées où l'on discutait des cours du sucre et des dernières nouvelles de Versailles. Guillaume de Valcourt régnait sur ce petit royaume avec la certitude tranquille de ceux qui ne remettent jamais en question leur droit à dominer. Fils unique d'une famille de négociants bordelais enrichis dans le commerce triangulaire, il avait hérité du domaine à la mort de son père en 1776. À 32 ans, il incarnait parfaitement le planteur créole, élégant dans ses habits de lin blanc, cultivé à la manière des salons parisiens, impitoyable dans la gestion de sa propriété. Sa femme, Constance, l'avait rejoint 2 ans après son arrivée. Mariée par arrangement entre familles de la bonne société coloniale, elle avait quitté Fort-Royal avec le trousseau approprié et les instructions maternelles sur ses devoirs d'épouse. 24 ans, des traits délicats que le soleil tropical n'avait pas encore marqués, une éducation soignée chez les Ursulines. Elle jouait du clavecin les soirs de réception, brodait pendant les après-midi et maintenait les apparences avec la discipline qu'on attendait d'elle. Le domaine fonctionnait selon un ordre aussi rigide que les grilles de fer qui fermaient les baraquements. Levé à 4h30, rassemblement au son de la cloche, départ vers les champs sous la surveillance des commandeurs. Les cannes ne se coupaient pas seules, le sucre ne se raffinait pas par magie, et les profits qui enrichissaient les caisses de Valcourt exigeaient leur tribut quotidien en sueur, en sang, en vie consumée avant l'âge. Parmi les hommes qui travaillaient aux champs, 5 se distinguaient, pas par leur apparence. Tous portèrent les mêmes vêtements usés jusqu'à la trame, les mêmes cicatrices de fouet, les mêmes mains abîmées par le travail incessant. Non, ce qui les distinguait échappait au regard superficiel. C'était une qualité invisible, une intensité dans le regard, une manière de se tenir droit malgré tout. Les autres esclaves les respectaient sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Les commandeurs les surveillaient davantage, sentant confusément un danger qu'ils ne pouvaient nommer. Amadou était le plus âgé, peut-être 45 ans, peut-être plus, qui comptait vraiment. Arraché à sa terre natale 20 ans auparavant, il avait survécu à la traversée, aux épidémies, aux punitions. Son dos portait les marques de 3 propriétaires différents, mais son esprit n'avait jamais fléchi. Il savait lire, crime punissable qu'il cachait soigneusement. Dans sa jeunesse, avant l'enlèvement, il avait été lettré,
avait étudié auprès d'un marabout, connaissait des langues que personne ici ne parlait. Cette éducation perdue se devinait parfois dans ses yeux. Toussaint, 30 ans environ, possédait une force physique remarquable. Dans les champs, il abattait le travail de 2 hommes. Les commandeurs le mettaient toujours en exemple, sans comprendre que cette force servait aussi d'autres fins. Il pouvait soulever une poutre, déplacer un rocher, briser une chaîne si nécessaire. Et surtout, il savait enseigner aux autres comment ménager leur corps, comment tenir malgré l'épuisement, comment survivre. Jean-Baptiste, non chrétien imposé au baptême forcé, avait grandi sur le domaine. 28 ans de vie à Bellevue, depuis sa naissance dans une case qu'on avait détruite depuis. Il connaissait chaque recoin de la propriété, chaque chemin, chaque cachette. Fils d'une blanchisseuse et d'un père dont le nom était resté secret, il possédait cette connaissance intime des lieux qui devient une arme pour qui sait s'en servir. Mathieu et Christophe, frères vendus ensemble depuis la Guadeloupe 3 ans auparavant, formaient une paire inséparable. 25 et 23 ans, leur histoire exacte restait floue, comme tout ce qui concernait les origines de chacun. Mais on murmurait qu'ils avaient participé là-bas à quelque chose, une révolte avortée, une tentative d'évasion, un acte de résistance qui avait justifié leur transfert vers une plantation réputée plus sévère. Ces 5 hommes ne formaient pas un groupe visible. Ils travaillaient dans des équipes différentes, dormaient dans des baraquements séparés, évitaient de se parler ouvertement. Mais un observateur attentif aurait remarqué des signes. Un regard échangé au moment de la distribution de l'eau, un geste de la main qui semblait anodin, une chanson de travail dont les paroles portaient un double sens. Ils communiquaient dans le langage des opprimés, celui qui échappe au maître parce qu'il n'a pas de grammaire officielle. La vie à Bellevue suivait son cours implacable. Les saisons se distinguaient à peine sous les tropiques, marquées seulement par l'intensité des pluies et le cycle de la canne. Récolte, broyage, raffinage, expédition. Le sucre partait vers Bordeaux, l'argent revenait vers Valcourt, et la roue tournait, écrasant des vies dans son mouvement perpétuel. Le changement survint un soir de juillet 1782. Plus tard, certains diraient que tout avait commencé bien avant, que les signes étaient là depuis des mois, mais que personne n'avait voulu les voir. D'autres prétendraient que c'était arrivé d'un coup, comme un orage qui éclate sans prévenir. La vérité se situait probablement entre les deux. Ce soir-là, Valcourt rentra de Fort-Royal avec 4 heures de retard. Il avait assisté à une réunion du Conseil des planteurs, un de ces rassemblements où l'on discutait des cours, des réglementations, des rumeurs inquiétantes venues de France. Depuis quelque temps, des idées dangereuses circulaient dans la métropole. Des philosophes parlaient de droit naturel, d'égalité, de liberté. Des voix s'élevaient, même, timidement encore, contre l'esclavage. Les planteurs martiniquais suivaient ces développements avec un mélange de mépris et d'anxiété. La réunion s'était prolongée. On avait bu du rhum vieux, fumé des cigares, échangé des propos de plus en plus véhéments au fur et à mesure que l'alcool déliant les langues. Valcourt était remonté dans sa calèche vers 9 heures du soir, légèrement ivre, la tête pleine de discussions sur l'avenir incertain de leur monde. Quand il franchit le portail de Bellevue, la nuit était complètement tombée. Les fenêtres de la maison de maître brillaient doucement à la lueur des chandelles. Tout semblait normal, paisible même. Le cocher l'aida à descendre, et Valcourt traversa la cour d'un pas mal assuré. Il monta les marches de la véranda, poussa la porte d'entrée, et s'arrêta net. Le silence qui régnait dans la maison avait quelque chose d'anormal. D'habitude, les domestiques s'activaient encore à 7 heures, préparant le souper tardif, rangeant le salon, vaquant à 1000 tâches invisibles mais essentielles. Ce soir, rien. Juste un silence épais, presque palpable. « Constance ?» Sa voix résonna dans le vestibule sans obtenir de réponse. Une chandelle brûlait sur la console de l'entrée, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Valcourt avança, passant de pièce en pièce, une inquiétude croissante chassant les vapeurs de l'alcool. Le salon, vide. La salle à manger, les couverts du souper étaient disposés sur la table, mais personne n'avait mangé.
La cuisine, un feu mourant dans l'âtre, une marmite abandonnée, une odeur de ragoût brûlé. Il grimpa l'escalier 4 à 4, le cœur battant maintenant d'une peur dont il ne comprenait pas encore la nature. À l'étage, les chambres se succédaient, toutes silencieuses, toutes apparemment désertes. Puis il atteignit sa propre chambre, au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Une lumière tremblotante filtrait par l'embrasure. Et des voix, basses, indistinctes, mais indubitablement des voix. Valcourt poussa la porte. La scène qui s'offrit à ses yeux le figea sur place, le cerveau incapable d'abord de traiter ce qu'il voyait, comme si la réalité elle-même avait basculé dans quelque chose d'incompréhensible. Constance était là, assise sur le lit conjugal. Elle portait encore sa robe du soir, mais ses cheveux défaits tombaient sur ses épaules. Son visage exprimait quoi? Pas de la peur, pas de la honte non plus. Quelque chose d'autre, quelque chose que Valcourt n'avait jamais vu chez elle. Et autour du lit, debout, les bras croisés, parfaitement immobile, se tenaient 5 hommes noirs. Amadou, Toussaint, Jean-Baptiste, Mathieu, Christophe. 5 esclaves dans sa chambre. 5 esclaves qui ne baissaient pas les yeux. 5 esclaves qui le regardaient avec une expression qu'aucun maître n'aurait dû jamais voir sur le visage de ses propriétés. Le temps sembla se suspendre. Dans ce silence chargé d'une tension insoutenable, 1000 questions se bousculaient dans l'esprit de Valcourt sans qu'aucune ne trouve la voie. Que faisait-il là? Comment était-il entré? Où étaient les domestiques, les commandeurs, les surveillants? Et surtout, pourquoi Constance ne criait-elle pas? Ce fut elle qui parla la première, d'une voix calme, presque douce, qui rendit la situation encore plus surréaliste. « Tu rentres tard, Guillaume. » La normalité de ces mots, prononcés comme si de rien n'était, comme si la scène n'avait rien d'extraordinaire, acheva de déstabiliser Valcourt. Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant une réponse appropriée à une situation pour laquelle aucun manuel de bonne manière coloniale ne prévoyait de protocole. Comment ose-t-il? Sa voix mourut. Parce qu'au fond de lui, quelque chose de plus primitif que la colère, de plus ancien que l'indignation, venait de s'éveiller. La peur, une peur pure, animale, celle qu'éprouve la proie quand elle réalise soudain qu'elle n'est plus le prédateur. Amadou fit un pas en avant. Son mouvement était lent, mesuré, sans menace apparente, mais chargé d'une autorité tranquille qui retourna complètement la dynamique habituelle. « Monsieur de Valcourt », dit-il d'une voix grave, en détachant chaque syllabe avec une précision qui trahissait son éducation cachée. « Nous devons avoir une conversation. » Le vouvoiement, le ton respectueux, tout cela aurait pu sembler normal dans d'autres circonstances. Mais ici, maintenant, ces marques formelles de politesse sonnaient comme une sinistre parodie de l'ordre social qu'elles étaient censées refléter. Valcourt recula d'un pas, sa main cherchant instinctivement l'épée qu'il ne portait pas. Il réalisa alors qu'il était seul, désarmé, face à 5 hommes dont la force physique surpassait largement la sienne. Des hommes qu'il avait toujours considérés comme du bétail intelligent, mais qui le fixaient maintenant avec des yeux où brillait quelque chose de terriblement humain. « Où sont mes gens ?» réussit-il à articuler. « Où est la garde ?»« En sécurité ?» répondit Toussaint. « Enfermé dans les baraquements. Personne ne viendra. Personne ne doit venir, pas ce soir. » Les implications de ces mots tombèrent sur Valcourt comme une douche glacée. Ce n'était pas une intrusion opportuniste, un acte spontané de rébellion. C'était quelque chose de planifié, d'organisé, de pensé dans les moindres détails. « Une révolte, » murmura-t-il. « Vous êtes tous morts. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand les milices viendront, il n'y aura pas de révolte, » coupa Amadou. « Ce serait stupide. Nous serions pendus avant le lever du soleil, et nos corps exposés sur la route comme avertissement. Non, monsieur de Valcourt, nous n'avons pas l'intention de mourir ce soir, ni demain, ni après-demain. Alors quoi? Que voulez-vous? » Constance se leva du lit. Elle traversa la pièce avec une grâce tranquille et vint se placer à côté d'Amadou.
Ce simple geste, cette proximité physique entre une femme blanche et un esclave noir, violait tellement de tabous que Valcourt sentit sa tête tourner. « Nous voulons une proposition », dit-elle. Et dans sa voix, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose que Valcourt n'avait jamais entendu pendant leurs 3 années de mariage. De l'assurance, de la détermination, une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Pour comprendre ce qui se déroula cette nuit-là dans la chambre de Bellevue, il faut remonter 6 mois en arrière, au mois de janvier 1782. L'hiver martiniquais, si l'on pouvait appeler ainsi cette période légèrement moins étouffante que le reste de l'année, avait été marqué par des pluies inhabituelles. Les champs détrempés rendaient le travail encore plus pénible, la boue aspirant les pieds à chaque pas, transformant chaque journée en calvaire. Constance avait contracté une fièvre. Rien de grave au début, juste un malaise passager qu'on attribuait au climat. Mais la fièvre avait persisté, s'aggravant, la clouant au lit pendant près de 2 semaines. Le médecin appelé depuis Fort-Royal avait diagnostiqué une infection pulmonaire, prescrit du repos et des tisanes, et prévenu qu'à la Martinique, ces petites maladies pouvaient rapidement devenir fatales si l'on y prenait garde. Valcourt s'était inquiété, à sa manière, qui consistait surtout à s'assurer que les apparences étaient préservées et que son épouse recevait les soins appropriés à son rang. Mais ses affaires l'appelaient. On ne gérait pas un domaine de 300 hectares du chevet d'une malade. Il partait donc tôt le matin, ne rentrait que tard le soir, laissant Constance aux soins des domestiques. C'est pendant cette période que tout avait basculé, même si personne ne s'en était rendu compte sur le moment. Marie-Louise, la domestique principale chargée de veiller sur la maîtresse malade, avait une fille. Élise, 13 ans, enfant né de père inconnu, ou plutôt de père qu'il valait mieux ne pas nommer. Élise aidait sa mère dans ses tâches, apprenait le métier de domestique comme toutes les filles nées en esclavage le long du domaine. Un matin, au retour des champs, Élise n'était pas revenue. Marie-Louise l'avait cherchée partout, d'abord discrètement pour ne pas attirer l'attention, puis avec une angoisse croissante. Quand la nuit était tombée sans nouvelles de sa fille, la femme avait perdu toute retenue, courant d'un baraquement à l'autre, interrogeant tout le monde. C'est Amadou qui l'avait trouvée, dans une remise derrière la sucrerie, recroquevillée dans un coin, le visage tuméfié, la robe déchirée, les yeux vides. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait même pas. Elle restait juste là, tremblante, à fixer un point invisible devant elle. Le commandeur Leroux. Tout le monde le savait, même si personne ne prononça son nom. Leroux, 40 ans, ancien soldat devenu surveillant, connu pour sa brutalité et ses appétits. Il avait déjà fait des victimes, mais toujours parmi les femmes des champs, dont les plaintes ne remontaient jamais jusqu'à la maison de maître. Cette fois, il s'était attaqué à la fille d'une domestique proche de la maîtresse. Marie-Louise était montée jusqu'à la chambre de Constance. Elle s'était agenouillée au pied du lit, avait embrassé les mains de sa maîtresse et entre 2 sanglots, avait tout raconté. Elle suppliait, elle implorait. Justice, protection, n'importe quoi. Constance, encore faible de sa fièvre, avait écouté. Elle avait promis d'en parler à son mari. Elle avait fait ce que toute maîtresse bien élevée était censée faire. Exprimer de la compassion, promettre une intervention, et laisser les hommes régler ces affaires désagréables. Mais quand elle en avait parlé à Valcourt, le soir même, la réaction de son époux avait été tout, sauf celle qu'elle attendait. « Leroux est un bon commandeur », avait-il dit sans lever les yeux de ses comptes. Ferme, efficace. On ne trouve pas facilement des hommes capables de tenir les esclaves. Mais Guillaume, cet enfant, ses filles grandissent vite sous les tropiques. Elle a 13 ans, tu dis ? Dans 2 ans, elle sera en âge de se reproduire. C'est le cours naturel des choses. Le cours naturel des choses. La voix de Constance avait tremblé. Tu parles d'un viol. Je parle de discipline. Leroux maintient l'ordre. S'il prend quelques libertés, c'est le prix à payer pour la tranquillité du domaine. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne ici, Constance. Tu n'as pas à comprendre. Occupe-toi de ta santé et laisse-moi gérer mes affaires. Il était ressorti.
la laissant seule avec ses pensées et sa fièvre qui semblait maintenant moins physique que morale. Cette nuit-là, Constance n'avait pas dormi. Allongée dans l'obscurité, elle avait écouté les bruits de la nuit tropicale, les insectes, les grenouilles, et au loin, très loin, un chant mélancolique qui montait des baraquements. Elle avait pensé à Élise. Elle avait pensé à Marie-Louise. Elle avait pensé à toutes ces femmes dont les vies se déroulaient dans l'ombre de la sienne, invisibles, interchangeables, réduites à leurs fonctions. Et pour la première fois depuis son arrivée à la Martinique, depuis son mariage, depuis toujours peut-être, Constance s'était posé une question terrible. Et si tout cela était mal? Les jours suivants, sa fièvre physique s'était résorbée, mais quelque chose d'autre avait pris sa place. Une fièvre de l'esprit, une agitation intérieure qu'elle ne pouvait nommer. Elle regardait maintenant la maison de maître avec d'autres yeux. Les domestiques qui passaient silencieusement, les plateaux qu'on apportait, les habits qu'on lavait, tout ce balai quotidien lui apparaissait soudain sous un jour différent. Elle avait commencé à parler avec Marie-Louise. Pas les conversations usuelles entre maîtresse et servante, mais quelque chose de plus profond. Elle posait des questions. Elle écoutait les réponses. Et lentement, un monde dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence se dévoilait. Marie-Louise lui parlait des autres femmes, de leur vie, de leurs peurs. Elle lui parlait des hommes aussi, de ceux qui résistaient silencieusement, qui gardaient leur dignité malgré tout. Elle avait mentionné Amadou, qui savait lire et qui apprenait en secret à d'autres. Elle avait parlé de Toussaint, qui protégeait les plus faibles, de Jean-Baptiste, qui connaissait tous les secrets du domaine, des frères Mathieu et Christophe, qui refusaient de se laisser briser. Et puis, un soir, elle avait chuchoté quelque chose qui avait glacé Constance. « Madame, il va se passer quelque chose, bientôt. Je ne sais pas quoi exactement, mais je le sens. Il y a trop de colère qui s'accumule, trop de haine. Un jour ça explosera. Une révolte. Peut-être, ou pire. Je ne sais pas, madame, mais j'ai peur. Pour ma fille, pour nous tous, pour vous aussi. » Ces mots avaient hanté Constance pendant des semaines. Elle observait les esclaves avec une attention nouvelle, cherchant des signes de cette rébellion annoncée. Mais tout semblait continuer comme avant. Les chants, le travail, la routine implacable. C'est en mars que tout avait vraiment commencé. Un soir, après le dîner, alors que Valcourt s'était retiré dans son bureau pour fumer, Constance avait surpris une conversation dans la cuisine. 3 domestiques parlaient à voix basse, sans la voir dans l'embrasure de la porte. Elles discutaient d'une réunion qui devait avoir lieu cette nuit-là, dans la vieille distillerie abandonnée au bout du domaine. Des hommes allaient se rassembler, pour parler, pour planifier. Constance aurait dû rapporter immédiatement ces paroles à son mari. C'était son devoir d'épouse, son rôle de maîtresse. Dénoncer toute conspiration, toute velléité de révolte. Mais elle n'avait rien dit. Au lieu de cela, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle avait attendu que la maison s'endorme. Puis, enveloppée dans une cape sombre, elle s'était glissée dehors. La nuit martiniquaise était noire comme de l'encre, sans lune, juste les étoiles qui perçaient difficilement à travers les nuages. Constance avait marché à tâtons, se guidant au bruit des grenouilles et au parfum entêtant des fleurs nocturnes. Elle connaissait le chemin vers la vieille distillerie. Elle était passée devant 100 fois pendant ses promenades diurnes. Quand elle s'était approchée du bâtiment délabré, elle avait vu de la lumière filtrer entre les planches disjointes. Des voix, basses et graves, résonnaient à l'intérieur. Constance s'était cachée derrière un mur effondré, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. À travers une fissure dans le mur, elle pouvait voir une partie de la scène intérieure. Ils étaient une quinzaine d'hommes assis en cercle autour d'une lanterne. Amadou parlait debout, dessinant quelque chose dans la poussière du sol avec un bâton. Les autres écoutaient avec une attention intense. Constance ne pouvait pas entendre distinctement toutes les paroles, mais elle saisissait des bribes. Des mots comme liberté, dignité, risque,
Sacrifice. Amadou semblait expliquer quelque chose de complexe, un plan qui nécessitait patience et coordination. La violence est leur domaine, disait-il. Ils ont les armes, les lois, l'habitude de tuer sans conséquence. Si nous les affrontons sur ce terrain, nous perdrons. Nous devons être plus intelligents. Alors quoi? La voix de Toussaint, reconnaissable à sa profondeur. On accepte? On continue à vivre comme du bétail? Non. On trouve un autre chemin. Un chemin qui ne mène pas à notre mort collective. Un chemin qui nous donne une chance de survie. Et peut-être plus. Quel chemin? C'était Jean-Baptiste qui posait la question. Amadou avait souri, un sourire étrange, presque triste. Le chemin de leur propre destruction. Ils ne le voient pas, mais leur monde est en train de s'effondrer. En France, les idées changent. Les lois vont changer. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ça vient. Notre rôle n'est pas de les tuer. Notre rôle est de survivre jusqu'à ce que leur système s'écroule de lui-même. Et en attendant, on subit. En attendant, on se prépare, on apprend, on s'organise. Et quand viendra le moment, et il viendra, on sera prêt. La conversation avait continué, mais Constance n'écoutait plus vraiment. Son esprit tourbillonnait. Ces hommes qu'elle avait toujours considérés comme de simples possessions, des outils vivants, parlaient de philosophie, de stratégie, d'avenir. Ils pensaient, ils planifiaient, ils espéraient. Elle était retournée à la maison sans se faire repérer, s'était glissée dans son lit et était restée éveillée jusqu'à l'aube, bouleversée par ce qu'elle avait entendu. Les semaines suivantes, quelque chose avait changé en elle. Elle ne pouvait plus regarder les esclaves du domaine avec les mêmes yeux. Chaque fois qu'elle croisait Amadou ou l'un des autres, elle se souvenait de cette nuit, de leurs voix graves discutant de liberté dans l'obscurité. Et lentement, imperceptiblement, une idée folle avait germé dans son esprit. Les mois qui suivirent furent marqués par une transformation silencieuse. À la surface, rien ne changeait. Bellevue continuait de fonctionner selon sa routine implacable. Les cannes poussaient, étaient récoltées, transformées en sucre. Les bateaux partaient vers la France. L'argent rentrait. Guillaume de Valcourt gérait ses affaires avec la même efficacité froide, assistait aux réunions du Conseil des planteurs, recevait ses pairs lors de dîners élégants. Mais sous cette apparence de normalité, des courants invisibles se mettaient en mouvement, comme des courants sous-marins qui préparent le raz de marée. Constance avait commencé à observer, non plus avec les yeux distraits d'une maîtresse coloniale, mais avec l'attention d'une personne qui cherche à comprendre un monde qu'on lui avait soigneusement caché. Elle remarquait maintenant des détails qui lui avaient toujours échappé. La manière dont les esclaves communiquaient par gestes, les chansons aux paroles codées, les regards échangés qui contenaient des conversations entières. Elle avait aussi commencé à lire. Dans la bibliothèque de son mari, entre les traités d'agronomie et les registres de comptes, elle avait trouvé des ouvrages plus dangereux. Des écrits de Montesquieu sur l'esprit des lois, des passages de Rousseau sur le contrat social, des pamphlets qui circulaient depuis la France, de plus en plus audacieux dans leur remise en question de l'ordre établi. Valcourt ne lisait jamais ces livres. Il les possédait parce qu'un homme de sa condition se devait de posséder une bibliothèque respectable, mais il ne s'intéressait qu'aux chiffres, aux bilans, aux prévisions de récolte. Il ne voyait pas sa femme passer des après-midi entiers, plongée dans des réflexions qui auraient horrifié n'importe quel colon. En avril, Constance avait franchi une nouvelle étape. Elle avait demandé à Marie-Louise d'arranger une rencontre avec Amadou. « C'est dangereux, madame », avait murmuré la domestique, les yeux écarquillés. « Pour vous, mais surtout pour lui. Si le maître la prend, il ne la prendra pas. Je dois lui parler. »« Pourquoi, madame? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre un tel risque ?» Constance avait réfléchi longuement avant de répondre. « Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge. Parce que j'ai vu quelque chose que je ne peux pas désapprendre. Et parce que je crois que ce que vous vivez ici est mal. Profondément. Terriblement mal. » Marie-Louise avait pleuré. Puis elle avait arrangé la rencontre. Cela s'était passé un après-midi où Valcourt était parti pour Fort-Royal pour une de ces réunions interminables.
Amadou avait été amené à la maison sous prétexte d'une réparation urgente dans la bibliothèque. Les autres domestiques avaient été écartés sous divers prétextes. Quand Constance s'était retrouvée seule face à cet homme qu'elle avait vu de loin tant de fois, mais avec qui elle n'avait jamais vraiment parlé, elle avait ressenti une peur étrange. Non pas la peur physique, mais celle de franchir une limite invisible, de briser un tabou si profondément ancré qu'elle n'en avait jamais questionné l'existence. Amadou se tenait debout, les yeux baissés, dans la posture qu'on attendait d'un esclave face à sa maîtresse. Mais il y avait quelque chose dans son immobilité même qui trahissait une force contenue, une dignité qu'aucune servitude ne pouvait vraiment effacer. « Regardez-moi » avait dit Constance doucement. Amadou avait levé les yeux, et dans ce regard, Constance avait vu une intelligence aiguë, une profondeur de pensée qui démentait tout ce qu'on lui avait enseigné sur l'infériorité naturelle des races. « Je sais ce qui se passe » avait-elle commencé. « Je sais que vous vous réunissez, que vous planifiez quelque chose. Je ne suis pas là pour vous dénoncer, je suis là parce que je veux comprendre. » Le visage d'Amadou n'avait pas bougé, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. De la surprise? De la méfiance? Les deux probablement. « Madame de Valcourt, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi devrais-je vous parler? Vous êtes la femme du maître, ma maîtresse. Tout ce que je dirai pourra être utilisé contre nous. Je sais, vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais je vous demande quand même de m'écouter. » Et alors, dans cette bibliothèque remplie de livres que personne ne lisait, Constance avait fait quelque chose d'impensable. Elle s'était assise, forçant ainsi Amadou par les règles de la politesse à s'asseoir également, et elle avait parlé. Elle lui avait raconté ce qu'elle avait entendu cette nuit-là près de la vieille distillerie. Elle lui avait parlé de sa prise de conscience progressive, de son dégoût croissant pour le système dans lequel elle vivait. Elle lui avait confié ses lectures, ses doutes, ses questions. « Je ne peux pas les libérer », avait-elle dit finalement. « Je n'ai aucun pouvoir légal. Ce domaine appartient à mon mari. Je ne suis moi-même qu'une possession un peu plus privilégiée que les autres. Mais je ne peux pas non plus continuer à faire semblant de ne rien voir. Alors je vous demande, que puis-je faire ?» Amadou l'avait observé longuement, comme s'il cherchait à percer ses véritables intentions. Puis, il avait parlé, et sa voix avait perdu le ton servile pour adopter celui d'un homme éduqué, s'adressant à un égal. « Vous me posez une question impossible, madame. Comment une personne qui bénéficie d'un système peut-elle l'aider à se détruire? Même si vos intentions sont sincères, et je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, vous restez du côté de ceux qui nous possèdent. Je comprends, mais il doit y avoir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, avait coupé Amadou. Mais cela vous demanderait de tout risquer. Votre position, votre sécurité, peut-être votre vie. Êtes-vous prête à cela? Je ne sais pas, avait répondu Constance honnêtement. Mais parlez-moi quand même. Dites-moi ce que vous envisagez. Et Amadou avait parlé. Il avait expliqué leur dilemme. Il savait qu'une révolte violente serait écrasée dans le sang. L'île entière était une prison gardée par des milliers de soldats, de miliciens, de planteurs armés jusqu'aux dents et prêts à tuer pour préserver leurs privilèges. Chaque tentative de soulèvement dans les Antilles s'était soldée par des massacres, des pendaisons publiques, des tortures exemplaires. « Alors nous cherchons un autre chemin », avait-il dit. Un chemin qui ne passe pas par la violence ouverte, mais par quelque chose de plus subtil. Nous devons trouver une faille dans leur système, une fissure que nous pouvons élargir sans nous faire tuer dans le processus. Quelle faille? Leur propre cupidité, leur arrogance, leur certitude que nous ne sommes rien. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Constance avait frissonné à ces mots. Il y avait quelque chose de terrifiant dans la froide intelligence de cet homme, dans sa capacité à analyser le système qui l'opprimait avec la précision d'un anatomiste disséquant un cadavre. Que voulez-vous de moi? Pour l'instant, rien. Juste savoir que vous existez, qu'il y a une fissure dans le mur, aussi petite soit-elle. Un jour peut-être, nous aurons besoin de cette fissure.
Cette conversation avait marqué le début d'une alliance secrète qui aurait paru folle à quiconque l'aurait découverte. Constance et Amadou avaient commencé à se rencontrer régulièrement. Toujours sous des prétextes plausibles, toujours en présence d'au moins un témoin complice pour éviter les soupçons. Par Marie-Louise, Amadou faisait passer des informations à Constance. Les mouvements des commandeurs, les conversations entendues entre les surveillants, les plans de contrôle renforcés. En retour, Constance partageait ce qu'elle apprenait lors des dîners de son mari. Les inquiétudes des planteurs, les nouvelles de France, les rumeurs de changements politiques. Mais au-delà de cet échange d'informations, quelque chose de plus profond se développait. Une relation d'un genre que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Pas de l'amitié. Comment pourrait-il y avoir amitié réelle dans un tel déséquilibre de pouvoir? Mais une forme de reconnaissance mutuelle, un respect basé sur l'intelligence partagée et peut-être sur une solitude commune. Car Constance était seule. Dans ce monde d'hommes brutaux et de femmes soumises, dans cette société coloniale où toute déviation était suspecte, elle n'avait personne à qui parler vraiment. Son mari la voyait comme un ornement coûteux mais utile. Les autres épouses de planteurs la considéraient avec une cordialité superficielle teintée de rivalité. Elle était prisonnière de sa classe, de son sexe, de son époque, et Amadou, malgré le respect qu'on lui témoignait parmi les esclaves, portait le poids terrible de la responsabilité. C'était vers lui que les autres se tournaient pour les décisions difficiles. Sur lui reposait des espoirs qu'il craignait de ne pouvoir satisfaire. Il était seul au sommet d'une pyramide d'oppression, le plus conscient peut-être de l'impossibilité de leur situation. Les semaines passaient. Mai arriva, puis juin. La chaleur devenait insoutenable. Les pluies se faisaient rares et la tension montait imperceptiblement. Plusieurs incidents mineurs avaient éclaté. Un commandeur blessé dans des circonstances mystérieuses, un incendie dans une réserve de matériel, des outils qui disparaissaient. Valcourt avait réagi en renforçant la surveillance, en augmentant les punitions pour les infractions mineures. L'atmosphère du domaine devenait de plus en plus oppressante, comme avant un orage qui tarde à éclater. C'est alors qu'Amadou avait exposé son plan à Constance. Il se trouvait dans le jardin derrière la maison de maître, prétendument en train de discuter de l'entretien des parterres. Marie-Louise montait la garde à distance, prête à donner l'alerte si quelqu'un s'approchait. « Il y a une chose que les maîtres valorisent plus que tout », avait dit Amadou à voix basse. « Plus que l'argent, plus que la terre, l'honneur, leur réputation, l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. »« Je sais », avait répondu Constance. « Mon mari passerait des heures à discuter de préséance, de lignée, de respectabilité. » Exactement. Et c'est là que nous pouvons les frapper. Pas avec des armes, pas avec la violence, mais en détruisant ce qui fait leur identité. Comment? Amadou avait regardé autour de lui avant de continuer, sa voix devenant encore plus basse. En créant une situation tellement scandaleuse, tellement incompréhensible pour leur vision du monde, qu'elle les paralysera. Une situation où agir selon leurs lois les détruira socialement, mais où ne pas agir les détruira moralement. Je ne comprends pas. Pas encore. Mais vous comprendrez. Parce que cette situation, Madame de Valcourt, vous en serez le centre. Et moi, et 4 autres hommes que j'ai choisis soigneusement, nous en serons les instruments. Constance avait senti un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. De quoi parlez-vous exactement? D'un scandale si immense qu'il forcera votre mari à choisir entre tout perdre publiquement ou tout perdre privément. D'une transgression si absolue que les règles habituelles ne s'appliqueront plus. D'un piège qui se refermera sur lui en utilisant ses propres préjugés comme ressort. Amadou, vous me faites peur. Bien, car ce que je propose est effrayant. Mais c'est aussi peut-être notre seule chance. Notre seule chance de sortir d'ici vivant et libre. Il avait alors exposé son plan. Et à mesure qu'il parlait, Constance sentait l'horreur et la fascination se mêler en elle. C'était monstrueux. C'était brillant. C'était d'une audace folle. Et cela pourrait marcher. Vous me demandez de... Elle n'arrivait pas à terminer la phrase. Je vous demande de participer à votre propre scandale.
de devenir, aux yeux de votre monde, la pire chose qu'une femme blanche puisse être, de détruire votre réputation, votre place dans la société, tout ce qui fait votre identité actuelle. Et en échange, nous gagnons notre liberté, les 5 hommes qui participeront à cela, et peut-être d'autres. Et vous, madame, vous gagnez quelque chose de plus rare encore, la possibilité de devenir qui vous êtes vraiment, au lieu de ce que votre naissance vous a forcé à être. Comment pouvez-vous être sûr que ça marchera? Je ne peux pas. C'est un pari. Le pari le plus dangereux que j'ai jamais fait. Si ça échoue, nous mourrons. Tous. Mais si nous ne faisons rien, nous mourrons de toute façon. Juste plus lentement, plus misérablement. Constance avait demandé du temps pour réfléchir. Amadou lui avait donné 1 semaine. Ces 7 jours avaient été les plus torturants de sa vie. Elle tournait et retournait le plan dans son esprit, en examinant chaque aspect, chaque risque, chaque implication. Elle pensait à ce qu'elle avait à perdre. Son confort, sa sécurité, sa place dans le seul monde qu'elle avait jamais connu. Elle pensait aussi à ce qu'elle avait à gagner. La possibilité de vivre selon ses propres convictions, de ne plus être complice d'un système qu'elle abhorrait. Et elle pensait à Élise, la fille de Marie-Louise, dont les yeux vides hantaient encore ses nuits. Au bout de 7 jours, elle avait convoqué Amadou. « Je le ferai », avait-elle dit simplement. « Dites-moi ce que je dois faire. » Les préparatifs avaient pris 2 mois. 2 mois pendant lesquels chaque détail avait été soigneusement planifié, chaque contingence envisagée, chaque risque évalué. Amadou ne laissait rien au hasard. Il savait qu'il n'aurait qu'une chance et que la moindre erreur signifierait leur mort à tous. Il avait commencé par choisir les 4 autres hommes qui participeraient au plan. Le choix était crucial. Il fallait des hommes en qui il pouvait avoir une confiance absolue, qui comprenaient les enjeux, qui étaient prêts à risquer leur vie pour une chance de liberté. Mais il fallait aussi des hommes dont la participation renforcerait l'impact du scandale qu'ils allaient créer. Toussaint avait été le premier choix évident. Sa force physique était légendaire sur le domaine, mais plus important encore, il possédait un courage tranquille qui ne vacillait jamais. Amadou lui avait exposé le plan lors d'une de leurs réunions secrètes dans la vieille distillerie. « Tu comprends ce qu'on te demande ?» avait dit Amadou. « Il ne s'agit pas de violence, il s'agit de théâtre. De créer une image si choquante que leur monde s'effondrera. » Toussaint avait hoché la tête lentement. « Je comprends, et je suis prêt. Si cela peut nous libérer, moi et mes frères, je ferai ce qu'il faut. » Jean-Baptiste avait été plus difficile à convaincre. Né sur le domaine, il avait passé sa vie entière à naviguer dans les interstices du système, à survivre en restant invisible. L'idée de se placer volontairement au centre d'un scandale allait contre tous ses instincts. « C'est de la folie », avait-il murmuré quand Amadou lui avait expliqué. « Ils nous tueront, lentement, douloureusement, en exemple pour tous les autres. Peut-être, ou peut-être pas. C'est le pari. Pourquoi moi? Pourquoi me choisir pour cette chose? Parce que tu connais ce domaine mieux que quiconque. Parce que tu sais où se cachent les secrets, où sont enterrés les cadavres métaphoriques. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut penser vite si les choses tournent mal. » Jean-Baptiste avait fini par accepter, mais Amadou voyait la peur dans ses yeux. Une peur légitime, raisonnée, qui ne diminuait en rien son courage. Les frères Mathieu et Christophe avaient accepté ensemble, comme ils faisaient tout. Leur histoire à la Guadeloupe restait mystérieuse, mais Amadou savait qu'ils avaient déjà fait face à la mort et qu'ils ne la craignaient plus de la même manière que les autres. « Si ça peut nous sortir de cet enfer, » avait dit Mathieu, « alors on le fera. » « Et si ça ne marche pas, au moins, on aura essayé, » avait ajouté Christophe. « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. » Avec les 5 hommes réunis, Amadou avait commencé à coordonner les détails. Il fallait d'abord établir un réseau de complicité parmi les autres esclaves. Pas tout le monde. Trop de gens au courant augmenterait les risques de fuite. Mais suffisamment pour assurer le silence au moment crucial et pour neutraliser les commandeurs et surveillants le soir venu. Marie-Louise était devenue le lien entre Constance et le groupe. Elle transmettait les messages, coordonnait les rencontres, servait de guet. Sa fille, Élise,
toujours marqué par son traumatisme, mais trouvant dans cette entreprise une forme de vengeance silencieuse, l'aidait. Constance, de son côté, devait préparer le terrain psychologique. Elle avait commencé à se montrer plus distante avec son mari, à manifester une mélancolie croissante. Valcourt, absorbé par ses affaires et peu intéressé par les états d'âme de sa femme, n'y prêtait qu'une attention distraite. Il attribuait ses humeurs aux caprices naturels des femmes, aggravés peut-être par le climat tropical. « Tu devrais voir le médecin », lui avait-il dit un jour. « Ces langueurs ne sont pas saines, un tonique peut-être. » Constance s'était contentée de hocher la tête, laissant son mari croire qu'il comprenait la situation. En parallèle, Amadou orchestrait une série de petits incidents destinés à augmenter la tension sur le domaine. Rien de spectaculaire, juste assez pour mettre les nerfs de tout le monde à vif. Un outil cassé ici, un retard inexpliqué là, une chanson un peu trop audacieuse qui se propageait dans les champs. Valcourt réagissait en augmentant la surveillance, en durcissant les punitions. Le commandeur Leroux, qui n'avait jamais été inquiété pour son agression sur Élise, se montrait de plus en plus brutal, comme s'il sentait confusément que son autorité était menacée. C'était exactement ce qu'Amadou voulait. Il voulait que l'atmosphère devienne insoutenable, que la pression monte jusqu'au point de rupture. Quand le scandale éclaterait, il fallait que tout le monde soit déjà au bord du précipice. Le timing était crucial. Ils avaient choisi le soir du 15 juillet pour une raison précise. C'était le jour où Valcourt devait assister au conseil des planteurs à Fort-Royal, une réunion qui durait généralement jusque tard dans la soirée. Cela leur donnerait le temps de mettre en place tous les éléments sans être dérangés. Le matin du 15 juillet, Constance s'était réveillée avec une clarté d'esprit étrange. La peur était toujours là, bien sûr, mais atténuée par quelque chose de plus fort, la détermination. Elle avait fait son choix. Elle irait jusqu'au bout. Elle avait pris son petit déjeuner avec Valcourt comme d'habitude. Ils avaient échangé les banalités habituelles. Elle lui avait souhaité une bonne journée. Il était parti vers 9 heures, ne se doutant de rien. Dès que sa calèche avait disparu au bout de l'allée, les choses s'étaient mises en mouvement. Marie-Louise avait discrètement fait passer le mot aux complices. Un à un, sous divers prétextes, les gens clés avaient quitté leur poste. Les commandeurs avaient reçu des messages les appelant à différents endroits du domaine pour des urgences fictives. Les surveillants s'étaient retrouvés confrontés à des problèmes qui nécessitaient leur attention immédiate. À midi, le plan entrait dans sa phase critique. Amadou et les 4 autres hommes avaient discrètement convergé vers les baraquements principaux. Là, avec l'aide d'une dizaine de complices, ils avaient neutralisé les quelques surveillants restants. Pas violemment, juste assez pour les immobiliser et les enfermer. Personne n'est blessé, avait insisté Amadou. Nous ne sommes pas des meurtriers, nous sommes juste des hommes qui cherchent la liberté. Les esclaves enfermés avec les surveillants avaient reçu des instructions strictes. Silence complet, pas de violence. Juste attendre que tout soit fini. Ceux qui refusaient de coopérer étaient attachés mais traités avec respect. À 14 heures, la maison de maître était pratiquement vide. Seuls restaient Constance, Marie-Louise, Élise et 2 autres domestiques complices. Le reste avait été envoyé au loin sous prétexte de courses à faire. Amadou et les 4 autres étaient entrés dans la maison. C'était la première fois qu'ils franchissaient cette porte autrement qu'en tant qu'ouvriers appelés pour une réparation. Ils s'étaient arrêtés dans le vestibule, regardant autour d'eux ce luxe construit sur leur souffrance. « C'est vraiment si beau », avait murmuré Christophe avec ironie. « Ce n'est que du bois et de la pierre », avait répondu Amadou. « Ce qui compte, c'est ce que nous allons en faire aujourd'hui. » Constance les attendait dans le salon. Elle portait une de ses plus belles robes, comme si elle se préparait pour une réception. Dans un sens, c'était exactement ce qu'elle faisait. « Vous êtes sûr ?» avait demandé Amadou une dernière fois. « Il est encore temps de reculer. »« Non », avait répondu Constance fermement. « Il n'est plus temps. Nous allons jusqu'au bout. » Les heures suivantes avaient été étranges, presque surréelles. Ils avaient tous monté à l'étage, vers la chambre conjugale. Marie-Louise et les autres domestiques étaient restés en bas, montant la garde. Dans la chambre, ils avaient préparé la scène. Ce n'était pas ce que des esprits salaces pourraient imaginer.
Il ne se passa rien de ce que le scandale futur laisserait entendre. Amadou avait été très clair. Tout devait reposer sur l'apparence, sur la suggestion, sur ce que les gens croiraient, plutôt que sur la réalité. Ils avaient parlé, longuement. Constance et les 5 hommes, assis dans cette chambre, avaient discuté de ce qui allait se passer, de ce qu'ils espéraient accomplir, de leurs peurs et de leurs espoirs. C'était une conversation extraordinaire qui brisait toutes les barrières de race, de classe, de genre que leur société avait érigées. Quand tout sera fini, avait dit Toussaint, si nous survivons, où irons-nous? Loin, avait répondu Amadou, très loin. Peut-être en France où les lois sont en train de changer, peut-être ailleurs, mais loin d'ici. Et vous, madame, avait demandé Jean-Baptiste à Constance. Vous réalisez que vous ne pourrez jamais revenir, que votre vie telle que vous la connaissez sera finie. Ma vie telle que je la connais est déjà finie, avait répondu Constance. Elle s'est terminée le jour où j'ai compris que je vivais dans le mensonge. Maintenant je veux découvrir qui je peux être dans la vérité. Ils avaient continué ainsi jusqu'au crépuscule, construisant non seulement une mise en scène, mais aussi, d'une certaine manière, une compréhension mutuelle. Ces heures passées ensemble dans cette chambre avaient créé quelque chose d'inattendu. Un lien étrange entre des personnes que tout aurait dû séparer. Quand le soir était tombé, ils avaient finalisé les préparatifs. La chambre devait avoir l'air d'avoir été le théâtre de quelque chose de scandaleux. Des draps froissés, des vêtements épars, des chandelles brûlées, tous les signes d'une transgression inimaginable. Mais la réalité était bien différente. Ce qui s'était vraiment passé dans cette chambre n'était pas une orgie, mais une révolution silencieuse. Un acte de résistance qui utilisait les préjugés de leurs oppresseurs comme arme contre eux-mêmes. À 9 heures, un guetteur avait signalé l'approche de la calèche de Valcourt. « Il arrive », avait dit Marie-Louise depuis le bas de l'escalier. « Vous êtes prêts ?» Amadou avait regardé les autres. Tous avaient hoché la tête. « Nous sommes prêts », avait-il dit. « Que les dés soient jetés. » Ils avaient pris position dans la chambre, exactement comme prévu. Constance assise sur le lit, les 5 hommes debout autour d'elle. Pas menaçant, pas agressif, juste présent, comme s'ils avaient tout le droit d'être là. Et alors, ils avaient entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Les pas de Valcourt résonnant dans le vestibule, sa voix appelant sa femme. Le piège se refermait. Si vous avez frissonné à ce moment crucial, laissez un commentaire maintenant et dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Et abonnez-vous si vous voulez connaître la suite de cette histoire qui a changé le destin de tous ces personnages. Le monde de Guillaume de Valcourt s'effondra dans le temps qu'il fallut à son cerveau pour enregistrer la scène devant lui. 5 secondes peut-être. 5 secondes pendant lesquelles tout ce qu'il croyait savoir sur l'ordre des choses, sur sa place dans le monde, sur la nature même de la réalité, se désintégra comme du papier jeté au feu. Il y avait des mots pour ce qu'il voyait. Des mots obscènes, impensables, qui violaient toutes les lois de la nature et de la société. Mais ces mots refusaient de se former dans son esprit, comme si la seule pensée de les articuler pouvait contaminer son âme. Qu'est-ce que... Il commença, mais sa voix se brisa. Constance le regardait avec un calme qui était peut-être la chose la plus terrifiante de toute cette scène. Pas de honte, pas de peur, juste une sérénité étrange, presque surnaturelle. « Assieds-toi, Guillaume, dit-elle. Nous devons parler. » Parler? Le mot sortit comme un rugissement. Parler? Tu... avec eux, dans ma maison, dans ma chambre. Il ne pouvait pas finir ses phrases. Les mots se bousculaient, se heurtaient, explosaient en fragments incohérents. Sa main cherchait instinctivement une arme qui n'était pas là. Ses jambes tremblaient sous lui. Amadou fit un pas en avant. Le mouvement était lent, mesuré, mais Valcourt recula comme s'il avait été menacé par un prédateur. « Monsieur de Valcourt, » dit Amadou de sa voix grave et cultivée, « vous devez nous écouter maintenant. Votre vie en dépend. Notre vie en dépend. »
Tout dépend de ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ma vie. Valcourt avait retrouvé sa voix, et avec elle toute l'arrogance de sa classe. Ma vie, c'est la vôtre qui ne tient qu'à un fil. Vous êtes morts, tous les 5, pendus, écorchés, brûlés. Et toi, Constance, tu seras enfermée, déclarée folle, rayée de toute société respectable. Peut-être, dit Amadou calmement. Ou peut-être pas. Tout dépend de ce que vous allez choisir de faire maintenant. Choisir? Je n'ai rien à choisir. La loi est claire. Vous avez violé, souillé, profané. Nous n'avons rien fait de tel, coupa Constance. Sa voix était ferme maintenant, presque dure. Rien de ce que tu imagines n'est arrivé. Mais peu importe la vérité, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que les gens croiront. Valcourt la fixa, essayant de comprendre. Et que croiront-ils? Exactement ce que tu crains qu'ils croient, dit Amadou. À moins que tu ne fasses ce que nous allons te demander. C'est alors que la véritable nature du piège devint claire pour Valcourt. Ce n'était pas une révolte, ce n'était pas un acte de violence, c'était quelque chose de bien plus sophistiqué, de bien plus dangereux. Un chantage. Vous, il cherchait ces mots. Vous avez tout planifié, cette scène, pour me faire chanter. Non, dit Constance doucement, pour te donner un choix. Un choix que tu n'aurais jamais dû avoir à faire, mais que les circonstances rendent nécessaire. Valcourt se laissa tomber sur une chaise près de la porte, ses jambes ne le portant plus. Son esprit travaillait frénétiquement, évaluant la situation, cherchant une issue. « Expliquez, dit-il finalement. Expliquez-moi votre folie avant que je ne vous fasse tous exécuter. » Amadou et Constance échangèrent un regard. Puis Amadou parla, et ce qu'il dit résonna dans la chambre comme une sentence de mort pour l'ancien monde. Voici la situation, monsieur de Valcourt. En ce moment même, plus de 40 personnes sur ce domaine savent exactement ce qui se passe dans cette chambre. Elles savent où nous sommes. Elles savent depuis combien de temps nous sommes ici. Et elles peuvent témoigner, si on le leur demande, de ce qu'elles ont vu ou cru voir. Des esclaves, cracha Valcourt, leur témoignage ne vaut rien devant un tribunal. Devant un tribunal, non, acquiesça Amadou. Mais dans un salon, dans les conversations de Fort-Royal, dans les lettres qui voyagent jusqu'en France, que vaut le témoignage d'un esclave quand il confirme exactement ce que tout le monde veut croire sur le scandale le plus juteux de la décennie? Valcourt pâlit. Il commençait à comprendre. Imaginez, continua Amadou, sa voix prenant une tonalité presque hypnotique. Imaginez ce qui se passera si vous faites ce que votre première impulsion vous dicte. Si vous nous faites arrêter, juger, exécuter, il y aura un procès, public, où tous les détails seront exposés. Votre femme dans cette chambre avec 5 esclaves noirs, pendant des heures. Que pensez-vous que les gens imagineront? Que croiront-ils s'être passé? Rien ne s'est passé, hurla presque Valcourt. Mais qui le croira? Demanda Constance. Moi? Une femme qui sera décrite comme une dévergondée, une folle, une traîtresse à sa race? Eux? Des esclaves dont la parole ne compte pas? Ou toi, Guillaume? Toi, le mari trompé, humilié, souillé par association? La vérité s'abattit sur Valcourt comme une masse. Quoi qu'il fasse, il était détruit. S'il rendait public ce qui venait de se passer, son nom deviendrait synonyme de honte. S'il gardait le silence, il resterait prisonnier de ce secret, toujours à la merci de ceux qui le connaissaient. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix réduite à un murmure. Amadou tira de sa poche un document plié. Il le déposa sur la table de nuit. « Voici un acte d'affranchissement, pour nous 5, signé, daté, authentifié par votre sceau. En échange, nous partons. Ce soir, nous disparaissons, et cette histoire disparaît avec nous. Et si je refuse ? Alors demain matin, chaque esclave de ce domaine aura entendu une version encore plus scandaleuse de ce qui s'est passé cette nuit. D'ici une semaine, toute la Martinique le saura. D'ici un mois, la nouvelle atteindra la France. Et votre nom, monsieur de Valcourt, sera détruit. Pas seulement le vôtre, celui de votre famille, de vos descendants. Pour toujours, vous me demandez de libérer des esclaves qui m'ont menacé, qui ont piégé ma femme.
Je ne suis pas piégé, intervint Constance. Je suis libre. Pour la première fois de ma vie, je suis libre. Et je pars avec eux, Guillaume, que tu signes ou non. Ces mots frappèrent Valcourt plus durement que tout ce qui avait précédé. Sa femme, sa propriété, son honneur incarné. Elle le quittait, pour eux. « Tu es folle », murmura-t-il. « Non, j'ai enfin retrouvé ma raison. J'ai passé 3 ans dans le mensonge, Guillaume. 3 ans à faire semblant que ce que nous faisions ici était normal, acceptable, justifiable. Je ne peux plus, je ne veux plus. Et où iras-tu? Que feras-tu? Une femme seule, sans ressources, déshonorée. Je ne serai pas seule, dit Constance en regardant les 5 hommes autour d'elle. Et quant au déshonneur, je préfère être déshonoré dans la vérité qu'honoré dans le mensonge. Valcourt les observa tous. Ces 5 hommes qui auraient dû trembler devant lui, qui auraient dû baisser les yeux, qui auraient dû accepter leur place dans l'ordre des choses. Et sa femme, qui aurait dû être docile, obéissante, conforme. Il réalisa alors quelque chose de terrible. Il avait déjà perdu. Peu importait ce qu'il signerait ou ne signerait pas. Peu importait ce qu'il ferait des prochaines heures. Le monde qu'il connaissait, celui où il était maître absolu, était déjà mort. Il y a une autre condition, dit Amadou. Ce domaine. Nous voulons qu'il soit transféré, pas à nous bien sûr, nous ne sommes rien légalement, mais à une fiducie. Une administration qui libérera progressivement les esclaves et les rémunérera pour leur travail. C'est impossible, c'est ma propriété, mon héritage. C'était votre propriété, maintenant c'est le prix de votre silence, et du nôtre. Jamais. Je préfère tout perdre que... Alors vous perdrez tout, dit calmement Amadou. Mais réfléchissez bien, monsieur de Valcourt. Si vous signez, vous pouvez quitter cette île. Vous pouvez retourner en France, inventer une histoire plausible. Votre femme est morte d'une fièvre. Vous avez vendu le domaine, incapable de supporter les souvenirs. C'est triste, certes, mais pas déshonorant. Vous gardez votre nom, votre place dans la société. Vous pouvez recommencer. Et si je refuse? Alors vous restez ici, prisonnier d'un scandale qui grandira à chaque répétition. Chaque regard que vous croiserez à Fort-Royal portera le jugement. Chaque conversation s'arrêtera à votre approche. Vous serez l'homme dont la femme, eh bien, vous imaginez le reste. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait les insectes nocturnes dehors, les grenouilles dans les jardins, le bruissement du vent dans les cannes. Valcourt fixait le document sur la table. Un simple papier, quelques mots écrits à l'encre. Et pourtant, ce papier avait le pouvoir de détruire tout ce pourquoi sa famille avait travaillé pendant des générations. Mais qu'était l'alternative? Il imaginait les regards à Fort-Royal, les murmures derrière les éventails, les lettres choquées voyageant vers la France, son nom devenant synonyme de honte, de déchéance, d'échec masculin le plus absolu. Il pensait aussi à la violence. Il pourrait les tuer tous, maintenant. Appeler la garde, faire exécuter ces 5 hommes, enfermer Constance. Qui l'en empêcherait? Il était le maître, après tout. Mais même en pensant cela, il savait que c'était impossible, parce que trop de gens savaient déjà, parce que le mal était fait, parce que même leur mort ne pourrait pas effacer ce qui s'était passé cette nuit. « Combien de temps ai-je pour décider ?» demanda-t-il finalement. « Jusqu'à l'aube » répondit Amadou. « Si le document n'est pas signé au lever du soleil, nous partons quand même. Mais l'histoire part avec nous, et elle vous détruira. » Valcourt se leva lentement. Il regarda Constance une dernière fois, cherchant dans ses yeux un signe de l'épouse qu'il croyait connaître. Mais il n'y avait qu'une étrangère. Une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue, et qui maintenant lui échappait complètement. « Je veux être seul, dit-il, pour réfléchir. »« Bien sûr, dit Amadou. Nous attendrons en bas, prenez votre temps. Mais souvenez-vous, jusqu'à l'aube seulement. » Ils sortirent tous de la chambre, laissant Valcourt seul avec ses pensées et ses démons. Constance fut la dernière à partir. Sur le seuil, elle se retourna. « Je suis désolée, Guillaume, » dit-elle doucement. « Je sais que tu ne peux pas le comprendre maintenant. Peut-être ne le comprendras-tu jamais. Mais ce que nous faisons, c'est ce qui doit être fait.
Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Juste? Le mot sortit comme un crachat. Tu appelles ça juste? Je l'appelle nécessaire. Ce monde dans lequel nous vivions, Guillaume, c'était un mensonge. Un mensonge magnifique, confortable, mais un mensonge quand même. Construit sur la souffrance de milliers de personnes. Il était temps de le regarder en face. Elle ferma la porte, le laissant seul. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Guillaume de Valcourt. Il resta dans cette chambre, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la nuit tropicale sans vraiment la voir. Il pensait à son père, mort depuis 6 ans, qui lui avait légué ce domaine avec la fierté d'un homme qui avait construit quelque chose de durable. Il pensait à ses ancêtres, négociants de Bordeaux qui avaient fait fortune dans le commerce triangulaire. Il pensait à tout ce que son nom représentait. Et il pensait aussi, malgré lui, à ce que Constance avait dit. Ce monde était-il vraiment un mensonge? Il se leva et alla à la fenêtre. Au loin, il voyait les baraquements où dormaient ceux qu'il possédait. Ou croyait posséder. Pouvait-on vraiment posséder des êtres humains? Cette question qu'il n'avait jamais posée auparavant le hantait maintenant. Il pensa à Amadou, à son éducation évidente, à sa dignité qui ne fléchissait jamais malgré les chaînes. Il pensa aux autres, à leur force tranquille, à leur courage. Était-il vraiment inférieur, comme on le lui avait toujours enseigné? Ou cette infériorité n'était-elle qu'une fiction commode pour justifier l'injustifiable? Les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre à l'horizon. L'ultimatum touchait à sa fin. Il devait choisir. D'une main tremblante, Valcourt descendit l'escalier. Dans le salon, ils étaient tous là. Les 5 hommes, debout, silencieux. Constance, assise près de la fenêtre. Marie-Louise et quelques autres domestiques, témoins de cette scène historique. Valcourt s'approcha de la table où était posé le document. Il le prit, le lut lentement, chaque mot résonnant comme un clou dans le cercueil de son ancienne vie. Puis, sans un mot, il prit la plume, la trempa dans l'encrier et signa. Le grattement de la plume sur le papier sembla remplir toute la pièce. Quand ce fut fini, Valcourt posa la plume et recula. « C'est fait », dit-il, sa voix à peine audible. « Vous avez gagné. Prenez-le et partez. Je ne veux plus jamais vous revoir. » Amadou prit le document, l'examina soigneusement, puis le plia et le plaça dans une pochette de cuir. « Merci, monsieur de Valcourt. Vous avez fait le bon choix, le seul choix possible. »« Ne me remerciez pas, » cracha Valcourt. « Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait pour moi, pour sauver ce qui peut encore être sauvé de mon nom. »« Je sais, » dit Amadou, « mais peu importe les raisons. Le résultat est le même. Nous sommes libres. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche. Libres. Après toute une vie d'esclavage, ils étaient libres. Constance se leva et s'approcha de son mari. Elle retira son alliance et la posa sur la table. « Adieu, Guillaume, » dit-elle. « Je ne peux pas dire que j'ai été heureuse avec toi, mais je te souhaite de trouver, un jour, une forme de paix avec ce que tu es. »« Va-t'en, » murmura Valcourt sans la regarder. « Va-t'en avant que je ne change d'avis et que je vous tue tous. » Ils partirent sans un mot de plus. Les 6 silhouettes disparurent dans l'aube naissante, marchant vers une vie nouvelle dont personne ne pouvait prédire le cours. Valcourt resta seul dans le salon, entouré par le luxe qui n'avait soudain plus aucun sens. Il avait tout perdu. Sa femme, son domaine, son honneur, sa certitude. Et pourtant, il était toujours en vie, toujours libre de partir, de recommencer ailleurs. Mais était-ce vraiment de la liberté? Ou juste une autre forme de prison? Les semaines qui suivirent cette nuit de juillet 1782 restèrent gravées dans la mémoire collective de la Martinique, même si la véritable histoire ne fut jamais racontée publiquement. Guillaume de Valcourt quitta l'île 6 jours après les événements. Il fit circuler une histoire soigneusement construite. Sa femme était morte d'une fièvre tropicale foudroyante. Accablé par le chagrin et incapable de supporter les souvenirs, il avait décidé de transférer le domaine à une administration coloniale et de retourner en France. L'histoire était plausible.
Les fièvres étaient courantes aux Antilles, et le chagrin d'un veuf était respectable. Quelques personnes trouvèrent le départ précipité suspect, mais sans preuve concrète. Les rumeurs ne prirent jamais vraiment racine. Ce que personne ne sut jamais avec certitude, c'est ce qui était vraiment arrivé cette nuit-là. Des murmures circulaient parmi les esclaves, des fragments d'histoire qui se déformaient à chaque répétition. Certains disaient qu'il y avait eu une révolte avortée. D'autres parlaient d'un scandale impliquant la maîtresse. D'autres encore racontaient des histoires encore plus fantastiques. Mais la vérité complète resta connue seulement d'un petit cercle de personnes qui ne la révélèrent jamais. Le domaine de Bellevue fut effectivement transféré à une administration dont la nature exacte resta floue. Les documents officiels parlaient d'une fiducie coloniale pour l'amélioration progressive des conditions de travail. Dans les faits, c'était un arrangement unique qui permettait aux esclaves du domaine de travailler moyennant salaire, avec la promesse d'un affranchissement progressif. Cette situation extraordinaire attira l'attention des autorités coloniales, mais le chaos administratif de l'époque, combiné à l'influence de quelques sympathisants bien placés, permit au système de persister pendant plusieurs années. Le domaine devint une anomalie, un lieu où l'ordre esclavagiste se délitait lentement alors qu'il se renforçait partout ailleurs. Quant à Amadou, Toussaint, Jean-Baptiste, Mathieu, Christophe et Constance, ils disparurent. Aucun registre officiel ne mentionne leur départ de l'île. Aucun bateau ne déclara les avoir transportés. C'était comme s'ils s'étaient évaporés dans la nuit tropicale. Des années plus tard, des rumeurs occasionnelles filtraient à travers les réseaux d'information informels des Antilles. On parlait d'un groupe mystérieux à Paris, impliqué dans les cercles abolitionnistes qui gagnaient en influence. On mentionnait une femme blanche qui travaillait aux côtés d'hommes noirs, chose impensable à l'époque. On racontait l'histoire d'un homme éduqué, peut-être africain, qui écrivait des pamphlets sur la nécessité de mettre fin à l'esclavage. Était-ce eux? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Les noms étaient différents, les descriptions trop vagues. Mais ceux qui connaissaient la véritable histoire de Bellevue se demandaient parfois si les 6 fugitifs n'avaient pas trouvé un nouveau combat, une nouvelle manière de lutter contre le système qui les avait opprimés. Guillaume de Valcourt, lui, retourna effectivement en France. Il s'installa à Bordeaux, dans la maison familiale que son père lui avait laissée. Il vécut discrètement, évitant les cercles sociaux, refusant les invitations. Ceux qui le croisaient parlaient d'un homme vieilli prématurément, hanté par quelque chose qu'il ne nommait jamais. Il ne se remaria pas, il n'eut pas d'enfant. Quand il mourut en 1803 à 49 ans, son testament révéla une surprise. Il léguait la majeure partie de sa fortune à des œuvres de charité, incluant des organisations qui œuvraient très discrètement à cette époque pour l'abolition de l'esclavage. Était-ce du remords, une forme de rédemption, ou simplement la reconnaissance tardive que le monde dans lequel il avait grandi était fondé sur une injustice fondamentale? Personne ne le sut jamais. Valcourt emporta ses secrets dans la tombe. À la Martinique, le domaine de Bellevue changea lentement, mais inexorablement. En 1789, quand la Révolution française éclata, le domaine était déjà dans un état de transition. Les esclaves y étaient mieux traités que partout ailleurs sur l'île, travaillaient moins d'heures, recevaient une forme de rémunération. Quand les nouvelles lois révolutionnaires arrivèrent, abolissant brièvement l'esclavage avant que Napoléon ne le rétablisse, Bellevue était prêt. En 1848, lors de l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises, le domaine de Bellevue n'existait plus sous sa forme originelle. Il avait été morcelé, divisé entre ceux qui l'avaient travaillé. Les baraquements avaient été transformés en maisons. Les champs appartenaient à des familles qui avaient autrefois été réduites en esclavage. C'était une transformation si complète que peu de gens se souvenaient de ce qu'avait été Bellevue autrefois. Et encore moins connaissaient l'histoire de cette nuit de juillet, 66 ans auparavant, qui avait tout déclenché. Mais l'histoire persistait, fragmentée, déformée.
transmise de génération en génération comme une légende dont personne ne connaissait plus la véritable origine. On parlait du maître qui avait perdu son domaine dans des circonstances mystérieuses. On racontait l'histoire d'une femme blanche qui avait trahi sa race. On murmurait au sujet de 5 esclaves qui avaient réussi l'impossible. Partir libre, sans verser de sang. La vérité, cette conspiration élaborée, ce piège psychologique, ce théâtre de scandale qui avait brisé le pouvoir d'un homme en utilisant ses propres préjugés contre lui, resta cachée. Peut-être parce qu'elle était trop complexe, trop nuancée pour survivre dans le monde des légendes. Peut-être parce que ceux qui la connaissaient comprenaient qu'elle était plus dangereuse révélée que cachée. En 1895, un historien amateur fouillant dans les archives coloniales à Fort-Royal tomba sur un document curieux. C'était le transfert de propriété du domaine de Bellevue, daté de juillet 1782. La signature de Guillaume de Valcourt était là, claire et nette. Mais certains détails du document semblaient étranges. Pourquoi un transfert si soudain? Pourquoi à une fiducie dont la nature juridique était si floue? Et surtout, pourquoi cette mention énigmatique dans les marges, griffonnée d'une main différente? Par nécessité de préserver l'honneur et le silence. L'historien chercha des explications, interrogea des descendants, fouilla dans d'autres archives. Mais il ne trouva que des contradictions et des silences. L'histoire officielle, la veuve morte de fièvre, le mari éploré, ne correspondait pas aux traces documentaires qu'il découvrait. Mais l'histoire alternative, celle qu'il entrevoyait dans les fragments, les murmures, les incohérences, semblait trop extraordinaire pour être vraie. Il finit par abandonner ses recherches, concluant dans ses notes privées: il y a quelque chose dans l'affaire Bellevue qui échappe à la compréhension. Un secret si bien gardé que même le temps ne peut le révéler. Peut-être vaut-il mieux qu'il reste ainsi. Ces notes furent découvertes dans les années 1920, longtemps après la mort de l'historien. Elles suscitèrent un bref regain d'intérêt, mais sans nouvelles preuves. L'affaire resta un mystère mineur dans les annales coloniales. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est passé à Bellevue en juillet 1782. Quelque chose qui a changé le cours de nombreuses vies, qui a perturbé l'ordre établi, qui a laissé des traces indélébiles, même si elles sont devenues illisibles avec le temps. Était-ce exactement comme je l'ai raconté? Les détails sont-ils exacts? Les motivations correctement interprétées? Impossible de le dire avec certitude. Les documents ont disparu, ont été détruits, ont été falsifiés. Les témoins sont morts depuis longtemps. Et les descendants de ceux qui étaient là cette nuit-là ont leur propre version, souvent contradictoire, de ce qui s'est passé. Mais au cœur de toutes ces versions, il y a une constante. Un homme a perdu son pouvoir, 5 esclaves ont gagné leur liberté, et une femme a choisi la vérité au détriment de sa position sociale. Comment exactement cela s'est produit reste sujet à interprétation. Ce qui n'est pas sujet à interprétation, c'est l'impact à long terme. Le domaine de Bellevue devint, dans les décennies qui suivirent, un symbole. Pas un symbole public, trop dangereux pour le système esclavagiste encore en place, mais un symbole privé, murmuré dans les baraquements, transmis dans les chansons codées, raconté comme preuve qu'un autre monde était possible. Quand l'abolition arriva finalement, 66 ans après cette nuit de juillet, certains sur l'île se souvinrent de Bellevue. Ils se souvinrent qu'il y avait eu un précédent, même obscur, même controversé. Que la transition vers la liberté n'était pas nécessairement une catastrophe sanglante. Que des arrangements étaient possibles. Est-ce que cela fit une différence dans le grand schéma de l'histoire? Difficile à dire. L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises fut le résultat de forces historiques immenses, de luttes politiques en métropole, de révoltes aux Antilles, de changements économiques globaux. Une petite histoire sur un domaine martiniquais ne pouvait pas changer tout cela. Mais pour ceux qui furent directement touchés, les 187 âmes qui vivaient à Bellevue en 1782 et leurs descendants, l'impact fut immense. Ils vécurent différemment. Ils travaillèrent dans des conditions moins brutales.
Ils eurent un aperçu de ce que pourrait être la liberté avant que la liberté ne soit officiellement accordée. Et peut-être, dans l'histoire plus large de la résistance à l'esclavage, dans ce récit souvent invisible de 1000 petites rébellions, de 1000 actes de défi quotidiens, de 1000 manières de préserver sa dignité face à l'oppression, l'histoire de Bellevue occupe une place particulière. Non pas comme une victoire éclatante, mais comme une victoire subtile. Une victoire qui n'a pas détruit le système, mais qui a créé une fissure dans son armure. Une fissure par laquelle, éventuellement, la lumière a pu pénétrer. Quant à Constance, Amadou et les autres, leur destin final reste inconnu. Ont-ils vraiment atteint la France? Ont-ils participé aux mouvements abolitionnistes qui gagnaient en force? Ont-ils vécu assez longtemps pour voir l'abolition qu'ils avaient espérée? Ou ont-ils péri en mer, victimes de l'un des nombreux dangers qui guettaient les voyageurs clandestins? Ont-ils été repris, réduits à nouveau en esclavage, malgré leurs papiers d'affranchissement? Ont-ils simplement disparu dans l'immensité du monde, leurs traces effacées par le temps et l'oubli? Les registres ne le disent pas. Les archives gardent le silence. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être que leur véritable victoire n'était pas dans ce qu'ils sont devenus après, mais dans ce qu'ils ont fait cette nuit-là, dans le courage d'imaginer un autre monde, de risquer tout pour le rendre réel, même brièvement, même imparfaitement. Il y a une dernière pièce du puzzle, découverte par hasard dans les archives d'une petite paroisse près de Bordeaux. Un registre de baptême datant de 1788 contient une entrée curieuse. Une femme prénommée Constance, sans nom de famille mentionné, a servi de marraine lors du baptême d'un enfant métis, dont les parents ne sont pas identifiés. Le prêtre a noté dans la marge « Femme de condition incertaine mais d'éducation évidente », a insisté pour le baptême malgré l'opposition de certains paroissiens, a payé généreusement pour les frais d'église. Est-ce la même Constance? La coïncidence des dates et des circonstances est troublante. Mais aucune preuve définitive ne lie cette entrée à l'ancienne Madame de Valcourt. Ce qui est certain, c'est que cette femme, qui qu'elle fût, a défié les conventions sociales pour aider un enfant que la société rejetait. Un dernier acte de rébellion peut-être. Ou simplement la continuation d'un choix fait 6 ans auparavant sur une île tropicale. Les dernières traces documentaires de l'affaire Bellevue datent de 1810. Un notaire de Fort-Royal, rédigeant un inventaire des propriétés coloniales pour le gouvernement, nota avec perplexité que l'ancien domaine de Bellevue n'existait plus en tant qu'entité légale unique. Il avait été fragmenté, morcelé, transformé en quelque chose que les catégories juridiques de l'époque ne pouvaient pas vraiment saisir. Une anomalie administrative, écrivit-il. Résultat d'arrangements privés dont la nature exacte échappe à la documentation officielle. Recommande de classer le dossier comme résolu par obsolescence. Et c'est ainsi que l'histoire officielle se termina. Par une note bureaucratique sèche, par un classement administratif, par l'oubli institutionnel. Mais les histoires ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, se déforment, deviennent des légendes, des murmures, des questions sans réponse. Dans les familles descendant des esclaves de Bellevue, on raconte encore parfois l'histoire du maître qui a tout perdu en une nuit. Les détails varient. Certains disent qu'il a été maudit. D'autres parlent d'une révolte secrète. D'autres encore mentionnent un pacte avec des forces qu'ils ne nomment pas clairement. Mais tous s'accordent sur un point. Quelque chose s'est passé à Bellevue. Quelque chose qui a changé le cours des choses. Quelque chose qui prouve que même dans le système le plus oppressif, des fissures peuvent apparaître. Et à travers ces fissures, parfois, la liberté peut se faufiler. Alors, cette histoire est-elle vraie? A-t-elle vraiment eu lieu comme je l'ai raconté? Ou n'est-ce qu'une reconstruction, une interprétation de fragments épars, une tentative de donner du sens à des documents contradictoires et à des silences éloquents? Je vous laisse décider. Les archives sont là, imparfaites et incomplètes. Les traces existent, floues et ambiguës. Et quelque part entre les faits vérifiables et les légendes transmises, entre les documents officiels et les histoires murmurées,
se trouve peut-être la vérité sur ce qui s'est passé à Bellevue en juillet 1782. Une vérité qui commence avec un homme certain de son pouvoir, qui continue avec 6 personnes imaginant l'impossible, et qui se termine avec un domaine disparu et des vies transformées. Une vérité qui nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite par les puissants, mais aussi par ceux qui ont le courage de défier les certitudes de leur époque. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous semble-t-elle plausible? Croyez-vous qu'elle ait pu vraiment se produire? Commentez ci-dessous vos réflexions, abonnez-vous à cette chaîne si ces mystères historiques vous fascinent, et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, se demandent ce qui se cache vraiment derrière les silences de l'histoire officielle. Car au final, les histoires les plus troublantes ne sont pas celles des fantômes et des malédictions. Ce sont celles qui auraient pu être vraies, celles qui peut-être l'ont été. Le maître qui a perdu son domaine, après avoir partagé sa femme avec 5 esclaves rebelles.